one of the all-time greats. The film, Saturday Night Fever. The song, How Deep Is Your Love. Please welcome Robin Gibb. En 2012, le monde pleurait la perte d'une voix qui a marqué des générations, Robin Gibb. Mais derrière l'éclat de la gloire disco et du succès retentissant se cachait une histoire que peu de gens comprenaient vraiment. Voici la tragique vérité sur Robin Gibb. Bouleversé par tous les événements, une vie faite de hauts et de bas, et de secrets qui ont persisté longtemps après sa dernière note. Des sommets vertigineux de Saturday Night Fever aux batailles privées qui ont bouleversé son univers, le parcours des Bee Gees fut tout sauf ordinaire. Quelle lutte secrète hantait l'homme derrière la musique? Et pourquoi sa mort laissa-t-elle un vide qu'aucune harmonie ne put combler? La voix d'une génération. Le 22 décembre 1949, sur l'île de Man, un héritage musical naissait. Robin Hugh Gibb est né 35 minutes seulement avant son frère jumeau Maurice, initiant ainsi une relation qui a marqué à jamais la musique moderne. Dès leur plus jeune âge, la famille Gibb vibrait au son de la musique, préparant le terrain pour ce qui allait devenir l'un des héritages les plus remarquables de la musique populaire. Son père, Hugh, batteur et chef d'orchestre, et sa mère, Barbara, ancienne chanteuse, ont veillé à ce que la musique soit aussi fondamentale que la respiration dans l'éducation de leurs enfants. Avec leur frère aîné Barry, les jumeaux ont découvert leur don naturel pour l'harmonie à un âge étonnamment jeune. Alors que la plupart des enfants apprenaient des comptines, les frères Gibb composaient déjà des chansons originales et apprenaient à jouer d'un instrument en autodidacte. Même durant ces années formatrices, la voix de Robin avait quelque chose de particulier. Un vibrato chevrotant qui portait une charge émotionnelle bien au-delà de son âge. Ce tremblement caractéristique devint plus tard instantanément reconnaissable par des millions de fans à travers le monde. La famille vécut modestement, d'abord sur l'île de Man, puis en Angleterre, où ils s'installèrent à la recherche de meilleures perspectives. Mais c'est leur décision audacieuse d'émigrer en Australie en 1958 qui allait véritablement lancer les frères sur la voie de l'immortalité musicale. Dans la banlieue ensoleillée de Brisbane, les adolescents Gibbs commencèrent à se produire partout où ils le pouvaient, sur les circuits automobiles locaux, lors de concours de talent et lors de petites apparitions télévisées. Ils se baptisèrent les Bee Gees, un nom largement attribué aux frères Gibb, bien que certains affirment qu'ils viendraient des initiales des promoteurs australiens Bill Good et Bill Gates. Leur premier concert régulier eut lieu au Redcliffe Speedway, où ils gagnèrent de l'argent de poche en se produisant entre les courses. Robin n'avait que 12 ans, mais il affichait déjà les caractéristiques vocales uniques qui feraient de lui une star mondiale. Si Barry chantait souvent en solo, c'est le contrepoint distinctif de Robin qui conférait à leurs harmonies un caractère envoûtant et inoubliable. Leur dévouement à leur art était indéfectible. Chaque jour après l'école, ils se réunissaient pour répéter, écrire des chansons et perfectionner leurs harmonies à 3 voix. Leur carrière australienne débuta modestement avec la sortie de leur premier single, The Battle of the Blue and the Grey, en 1963. En 1965, ils obtinrent leur premier succès dans les charts avec Wine and Women. Durant cette période, Robin se développe non seulement comme chanteur, mais aussi comme auteur-compositeur, contribuant au répertoire du groupe par des compositions de plus en plus sophistiquées. Les frères passent d'innombrables heures à peaufiner leurs harmonies, la voix de Robin fournissant souvent le contrepoint aigu et émotionnel qui deviendra la marque de fabrique de leur musique. Son premier grand solo vocal apparaît sur I Started a Joke, où sa voix tremblante et vulnérable capture parfaitement le thème mélancolique de la chanson. Mais l'Australie, malgré sa beauté et les opportunités qu'elle offrait, commença à sembler limitée pour ses ambitieux frères. En 1966, sentant que leur talent méritait une plus grande visibilité, ils prirent la décision audacieuse de rentrer en Angleterre. Avec la bénédiction de leurs parents, ils embarquèrent pour le Royaume-Uni, déterminés à laisser leur empreinte sur la scène musicale britannique bien plus vaste. Aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer les sommets extraordinaires qu'ils atteindraient, ni les profondeurs tragiques qui les attendaient. Frères en harmonie. Débarqués à Southampton début 1967, les frères Gibb se retrouvèrent face à une scène musicale britannique dominée par les séquelles de la révolution des Beatles. Pourtant, en quelques mois, leur son unique s'est taillé une place à part, et Robin a joué un rôle crucial dans cette percée. Leur arrivée à Londres a coïncidé avec une rencontre fortuite qui a changé leur vie. Robert Stigwood,
un jeune entrepreneur musical ambitieux, a entendu leurs démos et a immédiatement perçu leur potentiel. Il les a signés avec sa société de management et leur a décroché un contrat d'enregistrement avec Polydor Records. La sortie de New York Mining Disaster 1941 a marqué leur premier succès international, avec la voix envoûtante de Robin créant un son si distinctif que beaucoup les ont d'abord confondus avec les Beatles. Cette comparaison n'était pas malvenue. Elle les a propulsés sous les projecteurs. La suite fut tout simplement remarquable. Massachusetts, avec la voix de Robin, s'est hissé au premier rang au Royaume-Uni et en Europe. I've Gotta Get a Message to You et I Started a Joke ont suivi, chacun mettant en valeur le vibrato et la profondeur émotionnelle caractéristique de Robin. Ce dernier, en particulier, lui restera à jamais associé. Ses paroles philosophiques et sa complexité mélodique reflétant sa personnalité artistique naissante. Durant cette période, l'identité personnelle de Robin commence à émerger plus fortement. Si le falsetto de Barry définira plus tard l'ère du disco, c'est le vibrato de Robin qui confère au premier tube du groupe leur caractère distinctif. Ses contributions à l'écriture de chansons sont devenues de plus en plus sophistiquées, explorant souvent des thèmes plus profonds et complexes que la musique pop classique. Mais ce succès soudain a entraîné son lot de pression, qui allait bientôt révéler les premières failles dans la vie apparemment paisible de Robin. Le programme incessant d'enregistrement, de promotion et de tournée a commencé à peser sur le jeune homme de 19 ans. Derrière les succès et les apparitions télévisées, les fans ne voyaient pas un jeune homme aux prises avec les exigences d'une célébrité soudaine. En 1969, les tensions au sein des Bee Gees s'étaient considérablement accrues. Le groupe, autrefois soudé, était confronté à des divergences créatives et à des frustrations personnelles qui commençaient à peser lourdement sur Robin. À mesure que le son du groupe évoluait, Robin se sentait de plus en plus éclipsé par ses frères Barry et Maurice, tant en termes d'influence sur les compositions que sur le chant. Ce changement lui donnait un sentiment d'être mis à l'écart, comme si sa contribution était diminuée. De plus, Robin était de plus en plus frustré par l'orientation musicale du groupe, qui s'éloignait du style qui le passionnait. Ces pressions croissantes ont atteint un point de rupture et, après une longue introspection, Robin a pris la décision difficile et surprenante de quitter les Bee Gees. Déterminé à poursuivre sa propre voie et à faire ses preuves en tant qu'artiste solo, il était impatient d'explorer de nouvelles idées musicales et de reprendre le contrôle créatif de son travail. Ce fut un tournant majeur, tant pour Robin personnellement que pour l'avenir des Bee Gees. Son premier single solo, Saved by the Bell, a atteint la 2e place des charts britanniques, prouvant que sa voix unique pouvait se suffire à elle-même. Son album solo, Robin's Reign, a suivi, mettant en valeur sa vision artistique et son répertoire. Pourtant, malgré ce succès initial, il manquait quelque chose, l'alchimie magique qu'il partageait avec ses frères. Cette période de séparation, bien que brève, révéla à la fois la force du talent individuel de Robin et la puissance indéniable de leurs voix combinées. En 1970, l'attrait de l'harmonie fraternelle prit le pas sur l'ambition individuelle. Les frères se réconcilièrent et se réunirent, ouvrant la voie à ce qui allait devenir leur décennie la plus extraordinaire. Leur musique a commencé à évoluer, intégrant de nouvelles influences et repoussant les limites qui les mèneraient finalement à leur prochaine grande transformation. Pourtant, malgré ces retrouvailles, l'expérience avait marqué Robin. L'incident avait révélé sa sensibilité, son tempérament artistique et, surtout, une vulnérabilité qui l'accompagnerait toute sa vie, préfigurant les luttes tragiques à venir. Le début des années 1970 marque une période de transition pour les Bee Gees. Après leur reformation, ils peinent à retrouver leur succès d'antan. Leurs albums, bien que salués par la critique, ne parviennent pas à générer les succès retentissants de la fin des années 1960. En 1974, ils se trouvaient à un tournant de leur carrière créative et commerciale. C'est durant cette période d'incertitude que la résilience de Robin s'est avérée cruciale pour la survie du groupe. Malgré des difficultés professionnelles, il trouvait le bonheur auprès de sa première épouse, Molly Hollis, secrétaire au sein de l'organisation de Robert Stigwood. Ils se sont mariés en 1968 et ont eu 2 enfants, Spencer et Melissa. Cette stabilité a offert à Robin un point d'ancrage émotionnel pendant les années difficiles du groupe. Le tournant est venu lorsque les frères ont décidé de réinventer leur son. Après s'être installés temporairement à Miami, ils ont commencé à travailler avec le producteur Arif Mardin
qui les a encouragés à explorer une approche plus rythmique. Le résultat fut l'album Main Course, sorti en 1975, avec le tube révolutionnaire Jive Talkin', un tournant radical vers un son plus dense qui allait redéfinir leur carrière. Cette transformation marqua également un changement dans le rôle de Robin au sein du groupe. Tandis que le falsetto de Barry gagnait en importance, Robin adapta sa voix distinctive à leur nouvelle orientation. Ses contributions restèrent essentielles, apportant profondeur et résonance émotionnelle qui équilibraient l'orientation rythmique croissante du groupe. Mais c'est leur contribution à la bande originale de Saturday Night Fever en 1977 qui allait ancrer leur place dans l'histoire de la musique. Le producteur du film, Robert Stigwood, a invité les Bee Gees à composer plusieurs chansons pour un film sur la scène disco de Brooklyn. Les frères, fait remarquable, ont composé la plupart de leurs chansons en un seul week-end. La bande originale qui en a résulté est devenue un phénomène culturel sans précédent. Vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde et récompensé à plusieurs Grammy Awards, il a dominé les charts pendant des mois. La voix de Robin a été essentielle sur des titres comme More Than a Woman et How Deep Is Your Love, où sa voix a ajouté profondeur émotionnelle et sophistication au rythme disco. Pendant un temps, Robin a semblé trouver un épanouissement personnel et professionnel. Les Bee Gees ne faisaient pas que participer au mouvement disco, ils contribuaient à le définir. Leurs succès à cette époque furent stupéfiants. 6 singles numéro 1 consécutifs, de multiples Grammy Awards et des ventes d'albums records. Ils sont devenus le seul groupe de l'histoire de la pop à écrire, produire et enregistrer 6 tubes numéro 1 consécutifs. Pourtant, en coulisses, Robin connaissait les sommets du succès tout en luttant contre la pression. Les frères écrivaient et produisaient des tubes, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour d'autres artistes, dont Barbara Streisand, Dionne Warwick et Kenny Rogers. La charge de travail était immense, et Robin, toujours perfectionniste, en ressentait intensément la pression. Les exigences constantes des enregistrements, des tournées et des apparitions publiques ont commencé à affecter la santé et la vie personnelle de Robin. Les longues périodes loin de sa famille ont créé des tensions à la maison. Son mariage avec Molly a commencé à montrer des signes de tension sous la pression incessante d'une célébrité mondiale. Pourtant, peu de fans ont eu accès à ces difficultés privées. Le public a vu un artiste confiant, au sommet de son art, contribuant à créer une musique parmi les plus marquantes de l'époque. La tragique vérité qui allait finalement choquer tout le monde restait cachée derrière la façade scintillante de la célébrité disco, mais des fissures commençaient à apparaître. L'ombre du succès. Alors que Stayin' Alive jouait dans les discothèques du monde entier et que les Bee Gees dominaient les charts, Robin Gibb menait une double vie que peu de fans soupçonnaient. Derrière les lumières aveuglantes et les foules en délire se cachait une douloureuse réalité qui allait finalement mener à l'un des aspects les plus choquants de son héritage. La sensibilité de Robin, qui faisait de lui un artiste si captivant, le rendait également vulnérable aux pressions de la célébrité. Dès la fin des années 1960, lors des premiers succès du groupe, il commença à lutter contre la consommation d'amphétamines, une dépendance qui refit surface tout au long de sa vie lors de périodes de stress. Son mariage avec Molly Hollis, autrefois source de stabilité, commença à s'effriter sous le poids de sa célébrité. Les longues séparations, les voyages incessants et la pression intense de la célébrité créèrent des distances insurmontables. En 1980, après 12 ans de mariage, ils divorcent. Malgré ses difficultés personnelles, Robin conserve un dévouement quasi obsessionnel à son art. En studio, son perfectionnisme est légendaire. Il passait des heures à peaufiner ses parties vocales, poussant souvent ses pairs et lui-même jusqu'à l'épuisement pour obtenir la prise parfaite. Cette persévérance produisait une musique extraordinaire, mais nuisait à sa santé physique et mentale. Durant cette période mouvementée, sa relation la plus constante fut avec son jumeau Maurice. Cette connexion dépassait la musique. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs difficultés personnelles. Maurice aidant Robin dans ses moments les plus sombres. Le début des années 1980 apporta un autre coup dur, la vague disco. Presque du jour au lendemain, le genre musical qui leur avait valu un succès sans précédent est devenu un handicap. Les stations de radio ont banni leur musique et les ventes d'albums ont fortement chuté. Les frères, qui semblaient autrefois intouchables, ont eu du mal à s'adapter à un paysage musical en pleine mutation. Robin réagit en se consacrant davantage à son travail solo et en sortant How Old Are You en 1983,
qui produisit le tube Boys Do Fall in Love. Il trouva le bonheur personnel durant cette période auprès de sa seconde épouse, Dwina Murphy, artiste et prêtresse druide, qu'il épousa en 1985. Leur relation, marquée par des intérêts communs pour l'histoire et les arts, apporta une nouvelle stabilité à sa vie. Les années 1990 ont marqué une période de réinvention pour les Bee Gees. La réévaluation critique de leur héritage, qui a culminé avec leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 1997, a marqué un changement dans la perception du public. Ils n'étaient plus considérés comme de simples stars du disco, mais enfin reconnus comme des maîtres compositeurs dont l'influence s'est étendue sur plusieurs décennies. Robin a accueilli cette renaissance avec le dévouement qui le caractérisait. Âgé d'une quarantaine d'années, il semblait avoir trouvé un équilibre entre sa carrière musicale et sa vie personnelle. Son mariage avec Dwina lui a apporté une certaine stabilité, et la naissance de leur fils, Robin John, en 1983, lui a donné un nouveau sens. Ils s'installèrent dans un monastère du XIIe siècle reconverti dans l'Oxfordshire, où Robin construisit un studio d'enregistrement ultramoderne. Son engagement pour les causes environnementales et l'action humanitaire prit une place de plus en plus centrale dans sa vie publique durant cette période. Robin devint un fervent défenseur des énergies vertes et de la conservation de la faune sauvage, utilisant sa plateforme pour sensibiliser au changement climatique. Il a présidé la Fédération internationale des organisations de festivals, promouvant les échanges culturels par la musique. En 2002, il a été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique, CBE, avec ses frères, récompensant non seulement leur réalisation musicale, mais aussi leur engagement humanitaire. Pourtant, sous cette existence apparemment idyllique se cachaient des craintes inexprimées que Robin gardait en grande partie pour lui. L'histoire médicale de la famille Gibb a jeté une ombre profonde sur ses pensées, marquée par la perte et les difficultés cachées. Son plus jeune frère, Andy, qui avait mené une brillante carrière solo à la fin des années 1970, est décédé tragiquement en 1988, à seulement 30 ans. Officiellement, sa mort a été attribuée à une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque provoquée par une infection virale. Mais des années de consommation de cocaïne avaient gravement affaibli le cœur d'Andy, laissant un souvenir obsédant des démons qui hantaient la famille en privé. Leur père, Hugh, décéda quelques années plus tard, en 1992, ajoutant au poids du chagrin que Robin portait. Ces tragédies personnelles lui firent prendre conscience de sa propre mortalité et de l'équilibre fragile entre la célébrité, le succès et les luttes privées menées au sein de la famille. Plus inquiétant étaient des problèmes digestifs qui commençaient à le perturber par intermittence. Compte tenu des antécédents familiaux de troubles intestinaux, ces symptômes suscitaient chez lui une anxiété personnelle. Pourtant, Robin, comme à son habitude, concentrait son énergie sur son travail, plutôt que de ruminer ses craintes. Son esprit créatif trouve de nouveaux débouchés durant cette période. Il collabore avec son fils, Robin John, sur des œuvres classiques, dont le Requiem du Titanic, un projet ambitieux mêlant composition classique et éléments contemporains. Cette exploration tardive témoigne de sa volonté de repousser les limites et d'explorer de nouveaux territoires musicaux, même après des décennies dans le milieu. Cependant, à huis clos, les problèmes de santé de Robin devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Au début des années 2000, il souffrait de douleurs abdominales et de troubles digestifs récurrents. Bien qu'il consultât des médecins, il hésitait à subir des interventions invasives ou de longs séjours à l'hôpital qui interrompraient son travail créatif. Cette réticence allait bientôt avoir des conséquences dévastatrices. Mais avant que la crise de santé de Robin ne survienne, la famille dut faire face à un autre coup dur. En janvier 2003, le frère jumeau de Robin, Morris, fut transporté d'urgence à l'hôpital de Miami pour de fortes douleurs abdominales causées par une torsion intestinale. Malgré une intervention chirurgicale d'urgence, les complications s'aggravèrent et Morris fut victime d'une crise cardiaque mortelle lors d'une seconde opération. Il n'avait que 53 ans. La mort soudaine de Morris bouleversa le monde de Robin. Ce n'était pas seulement la perte d'un frère, mais celle d'un partenaire de toujours. Le jumeau avec qui il avait partagé un ventre, d'innombrables souvenirs et un parcours musical remarquable. Leur lien avait toujours été plus que fraternel. Il était presque surnaturel dans sa proximité. Au lendemain de cette perte déchirante, Robin ressentit le poids d'un vide profond. Il a déclaré que les Bee Gees ne pouvaient plus être les mêmes, affirmant
Ce qui a rendu la mort de Morris encore plus traumatisante pour Robin, c'est la nature de la maladie qui l'a emporté, une occlusion intestinale. Compte tenu des antécédents de Robin en matière de troubles digestifs, la mort de Morris l'a forcé à envisager la possibilité qu'il partage une vulnérabilité similaire. Malgré son chagrin et ses peurs intimes, Robin a continué à créer de la musique. Il enregistra des albums solo et collabora avec d'autres artistes. En apparence, il semblait progresser professionnellement, mais ses proches remarquèrent des changements, des périodes d'introspection, une éthique de travail accrue, comme dans une course contre une montre invisible, et une nouvelle urgence à mener à bien les projets qui lui tenaient le plus à cœur. Les peurs inexprimées qui avaient hanté Robin pendant des années passaient peu à peu de l'ombre à la lumière, ouvrant la voie au dernier chapitre bouleversant de sa vie remarquable. En 2010, la tragique vérité sur Robin Gibb, qui planait depuis des années, a finalement commencé à émerger au grand jour. Lors d'une tournée en Belgique, il a ressenti de fortes douleurs abdominales qui l'ont empêché de se produire. Transporté d'urgence à l'hôpital d'Oxford, les médecins ont découvert une occlusion intestinale, la même maladie qui avait coûté la vie à son frère jumeau Morris 7 ans plus tôt. Une intervention chirurgicale d'urgence sauva la vie de Robin, mais les parallèles avec la maladie terminale de Morris étaient impossibles à ignorer. Cette découverte provoqua une onde de choc au sein de la famille et des proches de Robin. L'histoire semblait se répéter de la manière la plus cruelle et la plus littérale qui soit. Robin a abordé son rétablissement avec la détermination qui le caractérisait. Quelques semaines plus tard, il était de retour dans son studio, travaillant sur de nouveaux projets, dont le Requiem du Titanic avec son fils. Il projetait au public une image de résilience et d'optimisme. Lors des interviews, il minimisait la gravité de son état, se concentrant plutôt sur ses projets créatifs à venir. Mais en privé, cette expérience l'avait profondément bouleversé. L'opération avait révélé non seulement une occlusion intestinale, mais aussi des problèmes sous-jacents potentiellement plus graves. Les médecins lui ont conseillé des examens complémentaires et un suivi régulier, des avertissements que Robin, toujours réticent à s'attarder sur ses problèmes de santé, n'a pas toujours écouté avec autant de diligence que sa famille l'aurait souhaité. En avril 2011, Robin ne pouvait plus ignorer les signes annonciateurs d'un problème grave. Des douleurs abdominales persistantes et des troubles digestifs l'ont contraint à consulter à nouveau son médecin. Après des examens approfondis, on lui a diagnostiqué un cancer colorectal qui s'était déjà propagé au foie. Ce diagnostic était dévastateur, mais pas totalement inattendu pour Robin. Il y avait eu trop de signes avant-coureurs, trop de similitudes avec les problèmes de santé de Morris. La tragique vérité qui allait choquer ses fans du monde entier était que Robin luttait non seulement contre le cancer, mais aussi contre un sentiment d'inéluctabilité, le sentiment qu'il pourrait connaître le même sort que son jumeau. Dans un premier temps, Robin et sa famille décidèrent de garder le diagnostic secret. Il entreprit un traitement intensif, comprenant 7 séances de chimiothérapie. Tout au long de ce processus épuisant, il a maintenu un emploi du temps chargé chaque fois que ses forces le lui permettaient, faisant même plusieurs apparitions publiques. En octobre 2011, Robin a été transporté d'urgence à l'hôpital pour de fortes douleurs abdominales. On lui a diagnostiqué une inflammation du côlon, une autre complication liée à la détérioration de son état de santé. Pourtant, même si son état physique s'aggravait, sa détermination à mener à bien ses projets créatifs, notamment le Requiem du Titanic, ne faiblissait jamais. En janvier 2012, les rumeurs sur la santé de Robin étaient devenues impossibles à ignorer. Affaibli et fragile lors de ses rares apparitions publiques, il a finalement reconnu son diagnostic de cancer dans une interview accordée au Mail on Sunday. Il l'a déclaré dans ce qui allait être l'une de ses dernières interviews. Cet aveu sincère a choqué ses fans, qui ignoraient la gravité de son état. L'homme dont la voix avait résonné sur certaines des chansons les plus entraînantes de la musique populaire luttait pour sa vie, affrontant les mêmes démons médicaux qui avaient emporté son frère jumeau. En février 2012, Robin fit sa dernière apparition publique au concert caritatif des soldats au London Palladium. Malgré son état de faiblesse apparente, il reçut une ovation debout. Ce fut un dernier moment poignant sous les projecteurs pour un homme qui avait passé sa vie à se produire sur scène. En mars, il est tombé dans le coma après avoir contracté une pneumonie. Bien qu'il ait brièvement repris connaissance fin avril, ce que sa famille a décrit comme une guérison remarquable, dépassant les attentes de son médecin, ce n'était qu'un répit temporaire. Le 20 mai 2012, Robin Gibb est décédé, entouré de sa famille, dans un hôpital londonien.
Il n'avait que 62 ans. La révélation choquante, lorsque Robin Gibb est décédé, le monde a pleuré la perte d'une voix légendaire. Mais ce que beaucoup de fans n'ont pas réalisé au départ, c'est l'ampleur de la tragédie génétique qui l'avait emporté. Une révélation bouleversante qui n'a été révélée pleinement qu'après sa mort. Les rapports médicaux publiés après le décès de Robin ont dressé un tableau complexe de sa maladie terminale. Si un cancer du foie et du côlon avait été le principal diagnostic rendu public de son vivant, les médecins ont révélé que Robin souffrait également d'une maladie intestinale congénitale, similaire à celle qui avait emporté son frère jumeau Maurice 9 ans plus tôt. Cette prédisposition génétique aux problèmes intestinaux avait tourmenté Robin pendant des décennies, même s'il avait largement gardé ses difficultés pour lui. La torsion intestinale qui avait nécessité une intervention chirurgicale d'urgence en 2010 n'était pas un cas isolé. Robin avait éprouvé des symptômes intermittents tout au long de sa vie d'adulte, mais les avait souvent ignorés, se concentrant plutôt sur sa musique. La tragique vérité qui a choqué tout le monde était que la mort de Robin représentait une cruelle anomalie dans l'histoire médicale de la famille Gibb. Une anomalie qui avait emporté son frère jumeau Maurice à peu près au même âge et pour des causes similaires. Leur plus jeune frère, Andy, bien que décédé d'une inflammation cardiaque à 30 ans, avait également souffert de problèmes digestifs tout au long de sa courte vie. Des membres de sa famille ont révélé plus tard que Robin avait été hanté par la mort de Maurice, exprimant parfois la conviction que ce qui avait emporté son jumeau pourrait éventuellement le tuer lui aussi. Cette prémonition avait influencé son approche de sa propre santé, créant un lien psychologique complexe avec ses symptômes, oscillant entre déni et acceptation fataliste. La révélation de cette composante génétique de la mort de Robin a ajouté une touche de tragédie grecque à l'histoire des Bee Gees. 3 frères talentueux qui ont conquis le monde grâce à leurs harmonies, avant d'être frappés un à un par des problèmes de santé similaires. Des 3 frères qui formaient le noyau des Bee Gees, seul Barry est resté. Que pensez-vous de la détermination de Robin à créer de la musique alors même qu'il abordait ses derniers jours? Le fait d'apprendre ses problèmes de santé génétique a-t-il changé votre perception de sa contribution aux Bee Gees? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous.